devant l'AMF à des procédures existantes, que ce soit administratives ou judiciaires. Non, la procédure de l'AMF est autonome, est originale, et j'espère qu'on arrivera à vous en convaincre au terme de cette matinée. Pour autant, donc on voit l'émergence de cette phase qui tout de même développe déjà une amorce de débat contradictoire à un stade préliminaire de la procédure. Si ce stade, si les explications en retour du courrier circonstancié n'aboutissent pas à une clôture positive et sans suite de l'enquête, le collège notifiera les griefs. Mais l'une des nouveautés apportées par la loi de régulation bancaire et financière, c'est que désormais, on ne passe pas, ou on pourra ne pas passer systématiquement à la phase d'après, c'est-à-dire la phase de sanction. On a intercalé un petit peu le pendant du précontentieux en phase d'enquête, en fin de phase d'enquête, en début de phase de sanction, et qui peut d'ailleurs aboutir à ce que ça n'aille pas jusqu'au bout, et que la notification du grief ne soit pas communiquée à la commission des sanctions. Il y a cette nouvelle phase, ce nouveau sas, celui de la composition administrative, je dirais qualifié abusivement ou non de transaction. La question reste ouverte et je m'empresse de passer la parole pour la réponse à Marielle Cohen-Branch et à Yann Paclot. Merci. Je l'utiliserai tout de même par facilité, ce mot de transaction, même si effectivement l'article 621-14 du Code monétaire et financier l'énonce comme étant une composition administrative. Je dirais d'un mot que les verrous qui ont été posés et à la demande expresse pour l'essentiel par le gouvernement pour que ce projet devienne loi sont peut-être les mêmes raisons qui vont conduire à ce que ces transactions aient peu d'intérêt pour ceux qui sinon auraient bien voulu y entrer. Qu'en est-il? Pourquoi cherche-t-on à entrer en transaction plutôt qu'à être sanctionné? Plusieurs motifs. On veut d'abord en finir vite. On veut en finir définitivement. On veut en finir discrètement. Et si possible, sans reconnaître sa culpabilité. Et on voit bien, effectivement, dans d'autres instances, internationales ou non, le développement de ces procédures dites alternatives au judiciaire proprement dit, à la sanction dont je vous rappelle que la Cour de cassation a dit qu'il s'agissait de sanctions parapénales au sens de l'article 6 de la Convention internationale des droits de l'homme. Donc on le voit bien. Alors, au même moment, parce que ce projet de transaction, il ne date pas de EADS, il remonte à bien plus longtemps et l'AMF, depuis de longues années, voulait l'ajouter à sa panoplie. Ça fait tendance, c'est moderne, ça existe beaucoup à la SEC, mais je ne reviendrai pas là-dessus puisque les comparaisons ne sont pas raison et s'inscrivent dans un autre contexte. En fait, au moment, je crois, de la crise financière internationale, c'est vrai que ce projet est arrivé un petit peu à contretemps. Pourquoi? Parce qu'au moment où le besoin d'une régulation plus forte, plus puissante, avec des sanctions qui ont le mérite, si elles sont publiques, d'être dissuasives, également qui ont pour objet d'être pédagogiques. Imaginez un système occulte qui ne sanctionne pas, voire anonyme, pouvait conduire à vouloir brouiller les messages. Voulait-on un régulateur plus fort ou voulait-on ce qu'un certain nombre de voix qui se sont exprimées conduisent à ce que l'on pourrait appeler soit un arrangement entre amis, soit une justice à deux vitesses. Et quand pour préparer cette intervention, je suis allée regarder dans les débats parlementaires, j'ai été surprise d'apprendre que c'était même Madame Lagarde qui avait exprimé au moment de la discussion de ce projet le fait qu'elle n'était pas favorable à cette transaction. Et donc, il a fallu
qu'effectivement soient mis en place plusieurs verrous pour que ce projet puisse finalement recueillir l'assentiment du gouvernement et donc être voté. Alors, l'essentiel pour que ce projet aboutisse a été finalement de limiter son champ d'intervention. Pourquoi ? On vous a parlé de ce double système contrôle vis-à-vis de ce que l'on appelle les professionnels régulés, les prestataires de services d'investissement, et donc vis-à-vis desquels on peut prononcer alternativement ou cumulativement des sanctions de type avertissement, blâme, retrait d'agrément, et ou financières, sous forme d'amende, et puis de l'autre côté, ce que l'on appelle les autres, c'est-à-dire pour l'essentiel les émetteurs et les dirigeants de ces émetteurs, lorsqu'il y a des abus de marché, et on vous l'a dit, c'est 3 types d'abus de marché, c'est-à-dire diffusion de fausses infos, si je vais très vite, manipulation de cours et manquement d'initié. Il faut dire manquement, pas délit, sinon c'est un gage. Et donc, en réalité, il y avait là le nœud gordien, car ces 3 manquements, ces abus de marché, ils sont susceptibles d'être qualifiés strictement au plan pénal. Alors, ceux qui voulaient entrer en transaction disaient « moi, je veux bien mettre une certaine somme sur la table. Mais si je ne suis pas sûr après qu'il n'y ait pas un investisseur qui va venir se constituer partie civile pour déposer plainte, alors à quoi ça me sert ?» Et effectivement, on bloquait. Il y a eu un projet Coulon, en juin 2008, pour ceux qui se souviennent de cela, qui a tenté, et je dois dire personnellement que je suis assez heureuse qu'il ne soit pas sorti finalement, de son étape de projet de rapport, qui peut-être avait la tentation d'apporter une solution qui aurait été, à mon sens, aurait provoqué un déséquilibre grave dans notre système pénal. Puisqu'il disait, bien écoutez, à l'avenir, en matière boursière, pour se constituer partie civile, puisque vous savez qu'un particulier peut se constituer partie civile, déclencher l'action publique, alors que le procureur, lui, effectivement, qui a l'opportunité de la poursuite, peut très bien dire, et on le voit actuellement dans d'autres domaines, dire, bien, je ne poursuis pas. Et donc, c'est donc ça un équilibre formidable entre le pouvoir d'opportunité d'un procureur, qui a tout à fait le droit de dire l'intérêt public ne mérite pas que l'on ouvre une information, et puis le droit formidable que nous avons tous, chacun d'entre nous, de dire « je demande à ce qu'un juge indépendant vienne effectivement et investigue ». Eh bien, il avait été prévu dans ce projet, et seule la presse l'avait très peu remarqué, que la constitution de partie civile ne pourrait se faire que par voie d'intervention et non plus par voie d'action. C'est fantastique. Voie d'intervention, ça veut dire que la constitution de partie civile ne pouvait se greffer qu'à une information ouverte par procureur, et non plus indépendamment. Donc, à partir du moment où finalement ce projet n'a pas abouti, effectivement, garder dans le champ de compétences les abus de marché rendait impossible l'intérêt d'une transaction. Et donc, bien sagement, et c'est donc la première dit qu'il faut retenir, désormais, les transactions ne pourront pas concerner les abus de marché, c'est-à-dire les manquements susceptibles de faire l'objet d'une infraction pénale. Alors, est-ce que ça limite il y a eu également dans les autres projets, les autres verrous, je veux dire, mais ça, je vais peut-être laisser le professeur Yann Paclot en parler, qui ont permis effectivement, à l'instigation là aussi du gouvernement, mais qui ont peut-être aussi fait en sorte que ce projet présente de moins en moins d'intérêt. Vous avez des micros individuels, en fait, devant. C'est juste les 2 premiers qui...